Respirez. Une seule inspiration. Laissez derrière la porte le bruit du monde extérieur, cette course effrénée, sans fin, ces fardeaux invisibles sur vos épaules. Ici, dans cet espace, il n'y a que vous et une histoire qui attend d'être racontée. Votre histoire. Aujourd'hui, je vais vous faire une déclaration audacieuse. Personne, absolument personne qui entre dans votre vie n'est le fruit du hasard. Ni cet ancien amour qui vous a apporté le plus grand bonheur, ni cet amant qui vous a blessé le plus profondément, et même cet inconnu dont vous avez croisé le regard un instant dans la rue. Ils sont tous des lettres que votre âme vous a envoyées. Et à la fin de cette vidéo, vous commencerez à comprendre comment lire ces lettres, comment déchiffrer ces messages secrets, et comment éclairer l'un des plus grands mystères de votre vie. C'est l'histoire de l'ordre sacré derrière tout ce que nous considérons comme des coïncidences, la loi de la résonance. Alors pourquoi est-ce important? Pourquoi parlons-nous de ce sujet maintenant, à ce moment précis de votre vie? Parce que nous avons tous vécu ce moment. Assis au milieu des décombres d'une relation, nous nous sommes demandé « Pourquoi encore moi? Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne dans ma vie? » Peut-être avez-vous chuchoté en luttant contre un manager qui vous rabaissait constamment au travail. Quel est le problème de cet homme avec moi? Ou peut-être l'inverse. Quand vous avez rencontré cette personne qui est apparue de nulle part, qui a semblé compléter la pièce manquante de votre âme, vous avez posé cette question magique au fond de votre cœur. L'univers m'a-t-il envoyé un cadeau? Toutes ces questions mènent à la même porte, la quête de sens, ce profond désir que notre vie ne soit pas qu'un tas d'événements aléatoires, mais un tout significatif lié par des fils invisibles. Nous, les humains, vivons d'histoires, et lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les personnages les plus importants apparaissent sur notre scène, nous nous sentons perdus dans le chaos. L'absurdité est la plus grande épidémie de l'homme moderne. C'est pourquoi comprendre la logique profonde de ces rencontres, cette résonance n'est pas seulement satisfaire une curiosité, c'est aussi une question de survie spirituelle. Pour résoudre ce mystère, nous entreprendrons un voyage ensemble. D'abord, nous lèverons le voile sur ce que nous appelons le hasard pour explorer le concept magique que Jung a appelé la synchronicité. Ensuite, nous découvrirons comment notre âme fonctionne comme un projecteur et comment nous projetons notre monde intérieur sur les gens qui nous entourent. Nous ferons un pas courageux vers la partie la plus sombre, mais la plus importante de cette projection, l'archétype de l'ombre. Et enfin, nous rassemblerons toutes ces pièces pour vivre ensemble ce grand moment de révélation que chaque rencontre est en fait un pas dans le voyage d'intégration de notre âme. Ce ne sera pas une leçon, mais une découverte. Si vous êtes prêts, commençons. La loi de résonance et la synchronicité. Notre première étape est le port où notre esprit se sent le plus à l'aise, la logique. La logique nous dit que les événements sont aléatoires. Rencontrer un ami que vous n'avez pas vu depuis 20 ans en marchant dans la rue n'est qu'une probabilité statistique. Que votre téléphone sonne juste au moment où vous pensez à cette personne est un jeu de la nature de votre cerveau qui cherche des motifs. Nous appelons ce que-là une coïncidence et nous passons à autre chose. C'est une pensée réconfortante, car l'idée que nous sommes de petites feuilles emportées dans un univers immense et insignifiant sans contrôle est d'une certaine manière libératrice. Il n'y a pas de responsabilité seulement de la chance ou de la malchance. Mais quelque part au fond de notre âme, une voix n'est jamais complètement convaincue. Cette voix, cette intuition nous chuchote que certains moments sont plus lourds que d'autres. Sur certaines rencontres, il semble y avoir une encre invisible qui dit « c'est important ». C'est à ces moments que Carl Jung a donné un nom, la synchronicité. Jung définit la synchronicité comme la survenue significative de deux ou plusieurs événements qui n'ont pas de lien causal entre eux, mais qui se rejoignent de manière significative pour la personne qui les observe. Ce n'est pas une pensée magique. C'est une observation profonde que l'univers fonctionne non seulement selon des lois physiques, mais aussi selon des lois de sens. Pensez-y comme à un orchestre. Les lois physiques déterminent la manière dont chaque instrument produit un son. La corde du violon vibre et produit un son. C'est une relation de cause à effet. Mais que tous ces instruments se réunissent
Pour jouer la 9e symphonie de Beethoven est quelque chose au-delà de la relation de cause à effet. Que ces notes se rejoignent à ce moment-là dans cette harmonie crée un sens. C'est ça la synchronicité, ces moments dans la symphonie de notre vie. C'est la rencontre parfaitement synchronisée d'une pensée ou d'une émotion dans notre monde intérieur avec un événement correspondant dans le monde extérieur. Cependant, un obstacle apparaît ici. Notre esprit demande immédiatement « Mais comment cela fonctionne-t-il? Quel mécanisme réunit ma pensée et l'événement extérieur? » Rester bloqué sur cette question, c'est comme essayer de résoudre l'équation de la photosynthèse d'une fleur au lieu de s'émerveiller de sa beauté. Jung dit que nous ne connaissons pas ce mécanisme et que nous ne le connaîtrons peut-être jamais. Ce qui est important n'est pas comment cela se passe, mais ce que cela signifie. Qu'est-ce que ce moment vous a fait ressentir? Quelle pensée? Quel souvenir oublié? Quel nœud non résolu vous a-t-il rappelé? La synchronicité est un clin d'œil de l'univers. C'est l'univers qui vous dit « Hey, vous êtes sur la bonne voie » ou « Hey, vous devriez faire attention à ça ». C'est la première étape de la loi de résonance. Accepter que les rencontres dans nos vies ne sont pas aléatoires, mais qu'il existe une harmonie invisible, une synchronicité entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Le mécanisme de projection. Mais qu'est-ce qui crée cette harmonie? Quelles conditions intérieures attirent quelles rencontres extérieures? La réponse à cette question nous mène à la partie la plus fascinante et la plus dangereuse de l'âme humaine, le mécanisme de la projection. Maintenant, fermez les yeux et imaginez une salle de cinéma. Vous êtes assis seul au milieu de cette salle. Derrière vous se trouve un projecteur puissant. Ce projecteur est votre inconscient. Il contient chaque instant que vous avez vécu depuis votre naissance, chaque joie, chaque peur, chaque déception, chaque désir que vous avez réprimé, chaque croyance dont vous n'avez même pas conscience. Devant vous se trouve un écran blanc et vide. Cet écran est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un collègue, un amoureux, un voisin. Au moment où vous rencontrez cette personne, ce puissant projecteur derrière vous se met en marche. Il prend les films de la chambre noire de votre inconscient et les projette sur l'écran blanc, c'est-à-dire sur cette nouvelle personne. Si vous avez en vous un film d'insuffisance laissé par votre père, vous commencez à entendre chaque mot de votre nouveau patron comme une critique. Le film figure d'autorité qui me juge insuffisant est projeté sur l'écran. Si vous avez en vous un film d'abandon laissé par votre ancien amour, vous voyez la moindre distance de votre nouveau partenaire comme la preuve que ce film recommence. Le film L'amour qui va encore m'abandonner est projeté sur l'écran. Cette projection est si automatique et si puissante que nous ne réalisons pas que ce que nous voyons sur l'écran est en fait une image projetée par notre propre projecteur. Nous tombons amoureux de l'histoire que nous projetons sur cette personne ou nous la haïssons pour cette raison plutôt que pour qui elle est vraiment. Les qualités que nous lui attribuons ne sont souvent pas liées à elle, mais à nous. Elles sont liées à nos histoires inachevées, à nos blessures non guéries, à nos peurs non affrontées. À ce stade, nous rencontrons l'un des plus grands obstacles, le déni. Non, disons-nous, c'est vraiment une mauvaise personne. Il me rabaisse vraiment. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est un mécanisme de défense très humain parce que accepter que le projecteur nous appartient signifie prendre la responsabilité de ce film. Et c'est douloureux. C'est sortir du rôle de victime et assumer la responsabilité d'être l'auteur de notre propre histoire. Les archétypes de l'ombre et nos enseignants. Si vous le souhaitez, examinons cette situation de plus près. Créons un personnage, appelons-le Ken. Ken, à la trentaine, il est intelligent, réussi, mais il vit constamment les mêmes cycles dans ses relations. Chaque fois que Ken commence une relation, il a l'impression, après un certain temps, que sa partenaire l'étouffe et essaie de le contrôler. Ken a une particularité chaque fois qu'il est tendu, il fait craquer ses jointures de manière obsessionnelle. C'est sa façon d'évacuer la pression intérieure. Ken est assis dans un café avec Céline, avec qui il vient de commencer une nouvelle relation. Tout se passe à merveille, mais Céline lui pose la question la plus innocente. « Ken, qu'est-ce que tu fais demain soir? Mes parents nous invitent à ta dîner. Si tu veux, on peut y aller ensemble. »
De l'extérieur, c'est un dialogue normal, mais à ce moment-là, une alarme se déclenche en Can. Le projecteur s'est mis en marche. Écoutons le monologue intérieur de Can. Voilà, ça commence. Encore la même chose. Elle essaie déjà de planifier ma vie. C'est elle qui décidera où j'irai, qui je verrai. Comme ma mère, comme mon ex-petite amie, je ne peux pas respirer. À ce moment-là, Ken ne voit pas Céline. Il voit seulement l'archétype de la femme qui essaie de le contrôler. Ses doigts bougent involontairement. Céline remarque le changement sur le visage de Ken. Y a-t-il un problème, Ken? Demande-t-elle. Ken répond sèchement et froidement. Non, rien. J'ai juste du travail demain. Ce petit moment est le début d'une fissure. Ken a regardé son propre film de contrôle dans l'invitation innocente de Céline. D'où vient ce film? Peut-être que Ken a grandi avec une mère très autoritaire ne lui permettant jamais de prendre ses propres décisions, de créer son propre espace. Ce sentiment d'étouffement était si profondément ancré qu'il perçoit maintenant la moindre démonstration d'affection comme une menace. Céline n'est-elle qu'une coïncidence qui a déclenché cette vieille blessure où l'âme de Ken a-t-elle attiré cet écran, c'est-à-dire Céline dans sa vie parce qu'elle savait qu'il était temps de changer ce vieux film? C'est là que les risques entrent en jeu. Que se passe-t-il si Ken ne réalise pas que cette situation est une projection? Il s'éloignera de Céline, mettra fin à la relation et revivra exactement le même scénario dans sa prochaine relation. Toute sa vie, il aura l'impression de chercher sa liberté, alors qu'en réalité, il restera prisonnier de son propre passé. C'est la pression du temps. Chaque relation qui se termine est un mois, une année perdue, et chaque nœud non résolu se resserre dans la relation suivante jusqu'à ce que l'âme abandonne ou se réveille. La situation de Ken est une situation que la plupart d'entre nous vivent. Les personnes qui nous déclenchent le plus, nous mettent le plus en colère, nous déçoivent le plus, sont généralement celles qui touchent nos blessures les plus profondes. Ce sont les écrans sur lesquels nous projetons les films les plus sombres et les plus clairs de notre projecteur. Mais pourquoi? Pourquoi l'univers est-il si cruel? Pourquoi nous met-il constamment en présence de personnes qui ravivent nos blessures? C'est là qu'intervient la grande surprise qui brise les attentes, cette magnifique sagesse jungienne. Ces rencontres ne sont pas une punition, mais une invitation à la guérison. Et l'émissaire qui nous apporte cette invitation s'appelle l'ombre. L'ombre est l'un des concepts les plus puissants de Jung. L'ombre est le côté sombre de notre personnalité. C'est tout ce que nous refusons d'accepter en nous, tout ce que nous réprimons, tout ce que nous disons, ce n'est pas moi. Notre colère, notre jalousie, notre paresse, notre avidité, toutes les qualités que la société, la famille ou nous-mêmes étiquetons comme mauvaises ou inacceptables, sont chassées de la scène lumineuse de notre conscience et repoussées dans les coulisses obscures de l'inconscient, c'est-à-dire dans l'ombre. Mais l'ombre ne contient pas que de mauvaises choses. Notre potentiel refoulé s'y trouve également. Si nous avons agi lâchement là où nous aurions dû être courageux, notre courage tombe dans l'ombre. Si nous nous sommes tus là où nous aurions dû parler, notre pouvoir tombe dans l'ombre. Notre créativité, nos rêves, nos passions, s'ils n'ont pas été autorisés à vivre, ou si nous ne nous sommes pas permis de les vivre, ils sont également cachés dans l'obscurité de l'ombre. Comme le dit Jung, il n'y a pas seulement de la boue dans l'ombre, il y a aussi de l'or. La résonance la plus claire. Alors, quel est le rapport entre l'ombre et notre sujet? C'est que parce que nous avons peur d'affronter notre propre ombre, l'univers nous la montre à l'extérieur sur d'autres personnes. Une caractéristique qui nous dérange follement chez quelqu'un d'autre est presque toujours une partie de notre propre ombre rejetée. Prenons un exemple. Imaginez une femme excessivement disciplinée qui contrôle tout, dont la vie se résume à une liste de choses à faire. Cette femme ressent une colère incroyable envers les personnes qu'elle considère comme paresseuses et irresponsables. Elle les juge, les critiques s'en éloignent. Pourquoi? Parce que cette paresse et cette irresponsabilité sont son ombre qu'elle a refoulée et qu'elle ne s'est jamais autorisée à vivre. Peut-être que son âme aspire à un peu de repos, à un peu de lâcher-prise, à un peu d'insouciance. Mais elle s'est tellement interdit cela qu'elle se met en colère contre cette partie réprimée d'elle-même lorsqu'elle voit quelqu'un vivre cette caractéristique. La personne en face n'est qu'un miroir,
un miroir qui lui montre les barreaux de sa propre prison. Revenons maintenant à l'histoire de Ken. Ken détestait que ses partenaires le contrôlent. Et si cela était lié à sa propre ombre, peut-être que Ken se sent tellement en perte de contrôle sur sa vie qu'il projette sur ses partenaires ce désir de contrôle qu'il a refoulé en lui-même. Peut-être que parce qu'il refuse le pouvoir et la responsabilité de prendre le volant de sa propre vie, il attribue ce pouvoir à d'autres et les déteste ensuite. Peut-être que l'invitation innocente de Selene était un miroir qui a rappelé à Ken le pouvoir de planifier sa propre vie, de prendre ses propres décisions. Mais Ken a vu ce pouvoir s'étendre dans son ombre comme une menace au lieu de le reconnaître. C'est là que la loi de résonance fonctionne. De la manière la plus claire, nous attirons dans nos vies les personnes qui résonnent, c'est-à-dire qui vibrent avec notre propre ombre. Les personnes qui nous déclenchent le plus sont les enseignants qui nous offrent le plus grand cadeau. Elles nous disent « Regarde ici, la partie que tu refuses de voir en toi, mais que tu dois absolument affronter pour guérir, est juste là sur moi. » C'est une étape incroyablement difficile car cela demande de cesser de blâmer et de regarder dans le miroir. C'est passer de la question « Qu'est-ce qu'il m'a fait ?» à la question « Qu'est-ce que la présence de cette personne éveille en moi? Quelle partie ignorée de moi-même me montre-t-elle ?» C'est passer de la victime à l'alchimiste. C'est chercher notre propre or dans la boue que la personne en face de nous a jeté. Le grand moment aha est l'intégration spirituelle. Et maintenant, nous arrivons au moment où toutes ces pièces s'assemblent. Le sommet de notre voyage, la synchronicité, la projection et l'ombre. Ces trois clés ouvrent la porte de la loi de résonance et nous mènent à ce grand moment aha. Le moment culminant est le suivant: personne, surtout ceux qui vous mettent le plus à l'épreuve, n'est un ennemi envoyé pour vous torturer. Ce sont des guides souvent inconscients d'eux-mêmes qui sont venus vous aider dans le voyage d'intégration de votre âme. La loi de résonance n'est pas comme une loi magnétique. Ce n'est pas une formule simple comme « penser positif, attirer des personnes positives ». C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel. La loi de résonance est la loi du désir d'achèvement de l'âme. Notre âme désire naturellement être entière, tout comme une goutte d'eau veut retourner à l'océan. Mais nous nous fragmentons au cours de notre voyage de vie. Nous jetons certaines de nos parties dans l'ombre. Nous en perdons d'autres dans les traumatismes. Nous en sacrifions certaines pour plaire aux autres. Notre âme veut récupérer ces parties perdues et le moyen le plus efficace de les rappeler est d'inviter dans notre vie des personnes qui nous reflèteront ces parties comme un miroir. Si vous avez perdu votre pouvoir, des personnes très puissantes ou très impuissantes entrent dans votre vie. Les deux sont là pour vous rappeler votre propre pouvoir. Si vous avez une blessure profonde liée au fait de ne pas être digne d'amour, des personnes qui vous aiment beaucoup et guérissent cette blessure, ou des personnes qui ne vous aiment pas et vous montrent l'existence de cette blessure dans votre vie, les deux servent le même but, vous faire voir et guérir cette blessure. Revenons à ce moment de Ken avec Selene. Que se serait-il passé si Ken avait pu éteindre son projecteur, arrêter de faire craquer ses jointures et regarder vraiment Selene un instant? Peut-être qu'il n'aurait pas vu un désir de contrôle dans les yeux de Selene, mais seulement la chaleur d'une personne qui voulait passer du temps ensemble. Et puis, il se serait tourné vers lui-même. Ce sentiment d'étouffement, ce sentiment familier, est mon sentiment, pas celui de Selene. C'est un fantôme de mon enfance, et Selene a seulement fait apparaître ce fantôme à la lumière du jour. C'est le moment où la transformation commence. C'est le moment où l'alchimie se produit. Que vais-je faire avec ce sentiment d'étouffement? Comment puis-je guérir cette vieille blessure? Comment puis-je prendre le contrôle de ma propre vie afin que la moindre action de quelqu'un d'autre ne me fasse pas me sentir menacé? Vous voyez, la rencontre n'était pas une coïncidence. C'était un appel de l'âme de Ken indiquant qu'il était temps de guérir. Selene n'était que le facteur. La lettre venait des profondeurs de Ken lui-même. Conclusion. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard, car chaque rencontre est un dialogue que l'âme a avec elle-même. Nous appelons cela une relation, mais en réalité, c'est une relation intérieure. L'autre n'est qu'un moyen pour nous de parler avec les parties de nous-mêmes.
Lorsque nous comprenons cette vérité, toutes nos relations se transforment. La colère que nous ressentons envers les personnes qui nous ont blessés peut faire place à une gratitude amère, car même s'ils étaient les enseignants les plus difficiles, ils nous ont montré nous-mêmes. L'amour que nous ressentons pour les personnes qui nous apportent du bonheur s'approfondit encore plus parce que nous comprenons qu'elles sont de précieux miroirs qui reflètent nos plus belles parties et nous montrent la lumière de notre âme. La vie ne devient plus un champ de bataille, mais une immense école d'apprentissage et de croissance. Chaque personne est un livre à lire, et chaque livre raconte en fait une partie de notre propre histoire. Après ce long et profond voyage, arrêtons-nous un instant et respirons. Il faut du temps pour digérer autant d'informations, autant d'émotions. Si j'ai appris une seule chose de cette expérience, c'est celle-ci: la vie nous offre constamment des opportunités de nous connaître, et ces opportunités se présentent le plus souvent sous la forme de personnes. La plus grande vérité que Jung nous chuchote est peut-être celle-ci: quoi que vous cherchiez, combattiez, fuyiez ou désiriez à l'extérieur, c'est en fait un écho de l'intérieur. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et que cela éveillera en vous une émotion forte, que ce soit la colère, l'admiration ou l'amour, arrêtez-vous un instant. Avant de réagir automatiquement, posez-vous cette question sage et sereine. Bienvenue. Quelle partie de moi êtes-vous venu me montrer? Cette question est une clé magique qui transforme le blâme en curiosité, le jugement en compassion, le chaos en compréhension. C'est le premier pas que vous faites pour sortir du rôle de victime et devenir le héros de votre propre histoire. N'oubliez pas, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Chacune est une invitation à rentrer chez soi, c'est-à-dire à votre propre intégrité. Si cette conversation a touché une partie profonde de votre âme, si elle a créé une résonance avec votre propre histoire, vous pourriez envisager de rejoindre notre cercle autour de ce feu. Ici, nous ne promettons pas de réponses faciles ou de formules magiques. Nous offrons simplement de nous accompagner mutuellement sur ce chemin profond et parfois difficile. En cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, nous pouvons continuer ce voyage ensemble. Jusqu'à notre prochaine rencontre, regardez-vous et regardez chaque miroir que vous rencontrez avec compassion. Au revoir.